Vous écoutez actuellement le podcast Famille à parents où on vous parle de vos enfants, mais aussi beaucoup de vous. Bonjour, je suis votre coach familial, Kauthar Blibersinewi, et ceci est l'épisode 17 de mon podcast Famille à parents. Au risque de me répéter un peu, il me faut d'abord mettre cet épisode dans son contexte. Cet épisode est le 3e d'une série de 5 épisodes que j'ai dédiés au comportement des enfants. Dans l'épisode 15, le premier de cette série de 5 épisodes sur le comportement, je vous ai parlé des causes des mauvais comportements, des raisons qui poussent nos enfants à avoir des comportements répétitifs que nous qualifions de mauvais, et de l'importance de comprendre ce qu'il y a derrière ces comportements, autrement dit, le pourquoi de votre enfant. Je vous ai aussi parlé des 2 besoins psychologiques fondamentaux de l'être humain selon la psychologie adlérienne, l'appartenance et la valorisation. Le comportement humain serait donc régi par la volonté de satisfaire ces 2 besoins, et ça commence dès l'enfance. Donc, le comportement des enfants reflète simplement leurs efforts pour être acceptés et approuvés. Et en utilisant le terme enfant, je ratisse large, car pour moi, ça va du tout petit âge à l'adolescence. Pour l'enfant donc, quand ces 2 besoins ne sont pas satisfaits, ils se conduisent de la manière qu'ils pensent être efficace pour obtenir la reconnaissance qu'ils recherchent. Cette manière, ou plutôt la croyance erronée que cette manière est plus à même de subvenir à leurs besoins d'appartenance et d'importance, est à l'origine de leur comportement. Cette croyance, qui pour eux est tellement vraie, les pousse vers des objectifs erronés ou objectifs mirages. Ces objectifs mirages sont au nombre de 4 et sont les suivants. Accaparer l'attention, obtenir du pouvoir, se venger ou montrer leur incapacité. Encore une fois, j'insiste sur le fait que ce sont des objectifs erronés ou mirages parce que l'objectif réel des enfants reste la reconnaissance, qu'ils soient vus et valorisés. Dans l'épisode précédent, l'épisode 16, le 2e donc de la série de 5 épisodes dédiés au comportement, je me suis concentrée sur le premier objectif mirage, accaparer l'attention. Et on a vu que la croyance derrière le comportement dans ce cas est la suivante. Je compte ou j'appartiens seulement si on fait attention à moi, si on me remarque. Réellement, l'objectif de l'enfant ici est la connexion à vous, parents, qu'ils se sentent vus, écoutés, compris et valorisés. Et j'en ai parlé longuement dans l'épisode 16. En fait, cela se passe de la manière suivante. S'il ne se sent pas connecté à vous, s'il ne se sent pas vu, accepté, compris, valorisé, l'enfant essaiera alors d'avoir votre attention, car il croit que cette attention satisfera son besoin d'appartenance et d'importance. Mais l'attention seule ne peut pas combler ses besoins. Alors, si une réelle connexion à vous ne prend pas vie, l'enfant, au bout d'un certain temps, pourra choisir un autre objectif mirage pour satisfaire ses besoins, celui de prendre le pouvoir. Et c'est ce 2e objectif mirage sur lequel nous allons nous concentrer durant cet épisode. Je rappelle ici que ce qui se passe chez l'enfant n'est pas conscient. L'enfant n'a pas cette capacité à analyser et à comprendre ses besoins et à décider d'une stratégie pour satisfaire ses besoins. Et souvent, même l'adulte n'a pas cette conscience. Donc, quand il recherche votre attention, il se sent uniquement rassuré et bien, c'est-à-dire appartenant et important, quand vous êtes à côté et que votre regard est posé sur lui, même si vous êtes exaspéré ou irrité. Quand il recherche le pouvoir, l'enfant associe son appartenance et importance au pouvoir qu'il a. Sa croyance est la suivante: je me sens appartenir et je compte quand j'ai le pouvoir, quand c'est moi qui décide, quand je suis aux commandes, quand je suis le chef et que je ne reçois d'ordre de personne. En tant que parent, vous avez ici l'impression que votre enfant vous défie, vous provoque, cherche à vous mettre hors de vous ou à remettre ce que vous dites et faites en question. Je rencontre dans les familles 2 types de scénarios liés à cette croyance. Dans le premier type de scénario, cela se passe plus ou moins de la manière suivante. Vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre, par exemple, et l'enfant répond avec défiance « non ». Vous vous sentez défié et vous sentez alors la colère monter en vous et votre réaction est de penser « je vais te montrer moi qui commande ici » et d'agir en conséquence. Donc vous essayez de forcer l'enfant à faire en criant, le menaçant, le punissant et l'enfant ici réagit en poussant encore plus la défiance et la provocation malgré les conséquences ou alors il finit par céder mais à contre-cœur et en prenant bien soin de vous le montrer, en claquant les portes par exemple ou en vous défiant par un sourire provocateur ou autre. En fait, l'enfant ici est toujours en train de poursuivre son objectif mirage. C'est moi le boss, et tant que je le suis important.
Donc, même s'il finit par céder, le fait de vous avoir mis hors de vous lui donne cette impression de pouvoir, cette satisfaction qu'il contrôle la situation et qu'il est donc important. D'autres parents réagissent différemment et c'est le deuxième type de scénario dont je vais parler. Donc, on reprend depuis le début, vous demandez à votre enfant de ranger sa chambre et l'enfant répond avec défiance « non ». Vous vous sentez défié et menacé et là, votre réaction est plutôt de céder à la volonté de l'enfant parce que vous voulez calmer ou éviter le conflit. Est-ce que ces deux scénarios vous semblent familiers? Avez-vous l'impression que cette lutte pour le pouvoir a pris place chez vous? Avez-vous l'impression que vous êtes pris dans cette spirale avec votre enfant? Avez-vous l'impression que le temps n'y change rien ou que ça empire avec le temps? Si oui, je vous annonce une bonne nouvelle. Vous détenez la solution, elle existe et elle fonctionne, mais pour plusieurs d'entre vous, ce n'est pas celle à laquelle vous pensez. Mon objectif aujourd'hui est de vous aider à la trouver, à la comprendre et à commencer à la mettre en place. Mais je vous invite en premier à réfléchir à la question suivante. Est-ce que vos réactions de parents sont en train de résoudre réellement le problème? Par résoudre le problème, je ne veux pas dire de faire à l'enfant ce que je veux, l'obliger par la force ou sous la menace, et je ne veux pas non plus dire de laisser l'enfant décider de tout ou faire ce qu'il veut quand il le veut. Résoudre réellement le problème revient à voir que cette lutte pour le pouvoir, parce que c'est de ça qu'il s'agit, est en train de diminuer dans le temps, qu'elle tend plutôt à disparaître et non à s'aggraver. Alors je repose la question. Est-ce que vos réactions de parents sont en train de résoudre réellement le problème? Je serais étonnée, pour celles et ceux d'entre vous pour qui cette lutte a pris place, de savoir que cette lutte tend à disparaître d'elle-même avec le temps. Mais alors que faire? Je vous ai parlé d'une solution, et oui, elle existe et elle commence par une prise de conscience personnelle, parentale. Prendre conscience que toute lutte implique deux parties, toutes deux responsables de perpétrer le problème. Vous avez donc votre part de responsabilité dans cette situation et même une part importante puisque vous êtes l'adulte. Vos réactions de colère ou de fuite ne résolvent pas le problème. Elles font elles-mêmes partie du problème. Car si ça devait résoudre le problème, ça l'aurait déjà fait. Alors n'est-il pas temps de passer à autre chose, de trouver d'autres manières de résoudre vraiment le problème? Si vous êtes d'accord, je vous invite donc en premier à considérer la pensée suivante. Je suis celui qui commande et il ou elle doit faire ce que je lui dis de faire, point barre. Soyons honnêtes, n'est-ce pas le fond de votre pensée? Pour ma part, ça l'a été pendant assez longtemps, et j'ai appris à œuvrer et à lutter pour que ce ne soit plus le cas. Même si ça l'est encore un peu certaines fois, aujourd'hui j'en ai bien peur, mais j'ai fait beaucoup de chemin et je suis fière de ça et j'en vois le résultat surtout. Maintenant, si on mettait cette pensée côte à côte avec l'objectif mirage de votre enfant. Donc vous pensez « je suis celui qui commande et elle ou il doit faire ce que je lui dis de faire, point barre » et votre enfant pense « je suis le boss et personne ne peut me commander ». N'est-ce pas la même pensée que vous êtes en train de vous renvoyer en miroir? N'est-ce pas le même objectif mirage que vous poursuivez tous les deux? Rappelez-vous, le but de votre enfant n'est pas de prendre le pouvoir, ni de vous mettre en colère, ni de vous défier. Le but réel de votre enfant est de se sentir appartenant et important. Et la bonne question n'est donc pas comment faire pour arrêter cette lutte pour le pouvoir, mais comment faire pour qu'il se sente appartenant et important. Et ceci commence par nous, parents, par la gestion de nous-mêmes, de nos émotions, de nos colères, par montrer l'exemple, par modéliser ce que nous voulons qu'ils soient capables de faire, par le fait de reconnaître que notre rôle n'est pas de contrôler la vie de nos enfants, mais de les amener au bout du chemin à être en contrôle de la leur. Et ceci se fait en leur donnant des choix, des possibilités, un certain pouvoir sur leur vie propre, certaines libertés appropriées à leur âge. Nos enfants nous parlent en langage codé. Ils veulent nous montrer et se prouver qu'ils sont capables de décider, de faire. Et quand nous leur refusons cette opportunité, nous sommes en train de leur dire que nous n'avons pas confiance en eux ou en leurs capacités. Cela veut-il dire que l'on doit laisser ses enfants faire tout ce qu'ils veulent quand ils le veulent? Absolument pas. Cela veut dire qu'on doit reconnaître qu'on ne doit pas, qu'on ne peut pas forcer un enfant à faire, mais qu'on peut le réorienter vers un pouvoir positif, en lui montrant toujours du respect pour commencer, le même qu'on attend de lui, en lui offrant des choix, en remerciant et en encourageant quand il fait ce qu'on attend de lui, en expliquant le pourquoi de ce qu'on demande et en décidant ensemble du comment,
en discutant et en décidant ensemble des routines et en les mettant en place, en discutant et en décidant ensemble des limites, en parlant de vos craintes, en le laissant faire ses propres expériences et subir les conséquences naturelles de ses choix quand c'est possible, quand ce n'est pas grave, quand ce n'est pas dangereux, en l'impliquant dans les prises de décision familiales, en lui faisant comprendre qu'on veut qu'il émette son avis et que son avis compte et qu'on en tient compte. Et si ces conflits sont installés depuis un bout de temps maintenant, il serait peut-être utile d'en discuter avec votre enfant en reconnaissant votre part de responsabilité, en montrant que vous comprenez son besoin grandissant de contrôle sur sa vie et en reconnaissant son droit à le faire. Réfléchissez à ce qui est important de ce qu'il est moins, les choses sur lesquelles vous pouvez lâcher prise ou donner plus d'options, plus de choix. Toutes ces actions au quotidien feront que cette lutte pour le pouvoir diminuera. Alors décidez-vous aujourd'hui et pensez à ce que vous pouvez mettre en place pour permettre à votre enfant de se sentir impliqué dans la vie familiale, appartenant et important. En installant tout ceci, je vous garantis qu'avec le temps, les conflits diminueront. Oui, mais me direz-vous entre-temps, que faut-il faire lorsque je sens que mon enfant me provoque, parce que c'est là que ma colère éclate ou parce que c'est là que je cède? Je reconnais que c'est difficile. Gardez en tête que le but est d'éviter de vous battre ou de céder sur le moment parce que vous vous sentez en colère, menacé ou épuisé. Le but est de vous retirer dans un endroit où vous avez la possibilité de vous calmer ou de vous occuper à faire autre chose. Ce n'est pas de la faiblesse que de se retirer, c'est au contraire faire preuve de beaucoup de force que de le faire. Je suis consciente que si la réponse semble simple, il faudra beaucoup de volonté et de l'entraînement pour la mettre en œuvre. Pour ce qui est de la volonté, je crois que si vous êtes là aujourd'hui à m'écouter depuis un bout de temps maintenant, vous en avez déjà beaucoup. Alors on va se concentrer sur le comment puis-je réussir à me calmer et à me retirer dans ces moments-là. Pour répondre à cette question, je vous invite à réfléchir aux meilleurs moyens que vous utilisez généralement pour vous calmer suite à un conflit avec votre conjoint, par exemple, avec un ou une amie, au travail ou autre, autrement dit avec un adulte. Qu'est-ce que vous mettez généralement en œuvre pour vous aider à dépasser ces moments? Peut-être que vous prenez simplement le temps de vous rafraîchir ou de prendre un café, ça c'est moi. Je me prépare un café, je me mets sur la terrasse, seule, je le précise, et je le sirote. Et vous, que faites-vous? Vous vous mettez à l'écart et vous écrivez pour vous soulager peut-être? Ou alors vous appelez un ou une amie? Ou alors vous mettez votre chanson préférée? Ou alors vous vous enfermez dans la salle de bain et vous criez un bon coup? C'est aussi un peu moi là. Donc faites une liste de tous les moyens que vous utilisez d'habitude quand vous vous sentez en colère ou menacé lors d'un conflit avec un autre adulte. L'idée est d'apprendre à utiliser ces mêmes moyens pour dépasser la situation de conflit avec votre enfant. Ensuite, je vous demanderai de réfléchir à la question suivante. Qu'est-ce qui fait que vous vous sentez en colère ou menacé ou autre? Est-ce que ce sont certains mots que vous n'acceptez pas, peut-être un ton de voix, peut-être une manière de parler ou peut-être le sujet en question? L'idée ici est de savoir reconnaître ce qui vous met, vous, dans cet état, afin d'étouffer le conflit dans son berceau. En trouvant ce qui fait que vous ressentez ce que vous ressentez, vous pourrez vous préparer à dire, par exemple, que vous n'acceptez pas ces mots ou ce ton ou cette manière avant de vous retirer, et que vous pourrez en parler plus tard quand vous vous serez tous les deux calmés. Ou vous pourriez dire que vous n'êtes pas encore prêt pour discuter de ce sujet et que vous avez besoin d'un peu plus de temps. Rappelez-vous, la question n'est pas comment je fais faire à mon enfant ce que je veux qu'il fasse, mais plutôt comment l'aider à se sentir appartenant et important, ayant des droits et des devoirs, ayant dans la limite du possible des choix et du pouvoir sur sa propre vie, afin qu'il devienne un jour l'adulte autonome et sûr de lui que nous voulons qu'il soit. Sur ce, on arrive à la fin de cet épisode. Merci de m'avoir écouté. N'oubliez pas de me faire part de votre retour d'expérience. Je serai heureuse de vous lire et de pouvoir vous aider. Et si vous avez besoin d'une aide plus personnalisée pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour résoudre un problème personnel, un problème de couple ou un problème parental, n'hésitez pas à me contacter ou à réserver une session privée avec moi à travers notre page Facebook Familia Coaching Plus ou sur notre site web familiacoachingplus.com. Le podcast Familia Parents est publié sur notre site web familiacoachingplus.com, sur les plateformes d'écoute communes qui sont listées sur notre site, sur notre page Facebook Familia Coaching Plus et sur notre chaîne YouTube Familia Parents.
Pour être plus proche de vous et répondre à vos questionnements, j'ai créé le groupe Facebook Familia Parents. N'hésitez pas à le rejoindre. Et pour finir, si vous aimez ce podcast, merci de vous abonner et de laisser un commentaire sur notre page Facebook, sur notre site web, sur notre chaîne YouTube ou sur votre plateforme d'écoute préférée. Et surtout, merci de le partager avec vos proches et vos amis. C'est la meilleure façon de nous soutenir. C'était votre coach familial, Kauthar Blibish-Sinewi. N'oubliez pas de me rejoindre pour le prochain épisode du podcast Familia Parents. D'ici là, prenez soin de vous.